L'autre fois, je discutais avec un pote et il me disait que si on veut réussir à l'école, on peut. Mais moi, je lui ai dit non, on n'a pas tous les mêmes égalités quand on rentre à l'école, tu vois. Genre, on n'a pas tous la même famille, on vient pas tous de la même origine. Et là, dans la discussion, petit à petit, et on s'est demandé, surtout moi, je me suis demandé, l'égalité, c'est quoi en fait? Bah, c'est des très bonnes questions tout ça, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors comme on le sait avec sa devise, l'égalité est un des objectifs de la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. Dans l'Ancien Régime, donc l'époque qui précède la Révolution 200 ans avant et qui s'est installée en 1489 avec Henri IV, la société était basée sur l'hérédité sociale, donc sur l'aristocratie qui se transmettait de génération en génération. Chacun était à la place que la société lui donnait et ne cherchait pas vraiment à en changer. On cherchait à améliorer sa place, mais pas à monter d'une classe à une autre. On était égaux devant le monde d'après, donc le monde de Dieu, mais inégaux dans le monde des hommes, donc le monde de maintenant. La question des inégalités n'était pas une question, car il était normal qu'elles existent. Tiens, ça me fait penser à une phrase d'Aristote, comme quoi il disait qu'il y avait des individus qui étaient plus servis que d'autres, et que c'est pour ça qu'il y avait des esclaves. Enfin, je sais plus trop, mais un truc dans le genre. Tu fais référence à une phrase d'Aristote qui est celle-ci. Qu'il est donc des êtres qui soient par nature les uns libres, les autres esclaves, c'est évident pour ceux pour qui l'esclavage est à la fois utile et juste. Donc on justifie une chose dont on a besoin, tout simplement. Il me semble que la sociologie a un mot pour ça, non? Le fonctionnalisme. Mais c'est pas vraiment un concept, c'est plutôt une approche. C'est-à-dire une vision des choses, une perception des choses. Bon, il était temps qu'on parle un peu de science quand même, donc sciences humaines certes, mais science quand même. Le fonctionnalisme est une approche sociologique qui exprime l'idée que la société tient par les éléments qui la structurent. Donc si une société a besoin d'esclaves, elle va justifier ce besoin d'esclaves en la légitimant avec des arguments comme ceux qu'on vient de voir avec Aristote. Donc on va trouver des moyens en disant qu'il y a des personnes par exemple qui sont plus serviles que d'autres. Et il y en a au contraire qui sont faits pour diriger, donc il y en a qui dirigent et il y en a qui suivent. Donc au final, il ne fait que être ce qu'il est en étant esclave. Et celui qui dirige ne fait que être ce qu'il est en dirigeant. Des races inférieures, comme avec l'esclavage pour les Noirs, donc qui ne fait pas partie de l'espèce humaine, comme on l'a vu avec l'épisode précédent, et donc il n'y a pas de problème à les esclavagiser. Il en est de même avec les sans-abri ou tout simplement ceux qui n'ont pas réussi socialement, qui sont renvoyés à leurs propres responsabilités quant à leur situation présente, qui peut bien sûr exister, mais dont la transformation en une règle générale, on est tout le temps et toujours responsable de ce qui nous arrive, se transforme en ce que Lerner appelait la croyance en un monde juste, où les responsabilités des situations sont équitablement réparties et que l'on mérite donc sa place. Très récemment, Michel Zecler, un producteur de musique, a été roué de coups par des policiers qui ont porté un faux témoignage après coup en reportant la faute sur celui-ci. Malheureusement pour eux, il y avait une caméra et l'on voit assez clairement que ce sont les policiers qui utilisent une violence pour le moins excessive à son encontre. Pourtant, certains utilisent son passé de délinquance comme justification des actes présents de la part des policiers. Premièrement, il reste à vérifier la teneur des accusations et leur gravité. Et deuxièmement, et principalement, la prison ne sert-elle pas aussi à payer sa dette à la société, et donc à ne plus être constamment renvoyé à un passé dont on est supposé s'être racheté. Je croyais que, selon les mêmes que l'on peut appeler identitaires de droite, on était dans un pays chrétien. Il me semble que le pardon a une place importante dans cette religion. Il faudrait savoir. Un passé de délinquant légitimerait donc d'être tabassé? Ou, allons plus loin, si un délinquant au présent se comporte sans agressivité lors d'une interrogation, mérite-t-il d'être roué de coups pour autant? Chercher à tout prix la responsabilité personnelle dans une situation fait partie d'un certain système individualiste et du contre-coup d'une liberté érigée en valeur suprême dans un monde où l'entrepreneuriat de soi est mis sur un piédestal, là où l'action collective n'est qu'à la 3e ou la 4e place. La croyance en un monde juste a donc de beaux jours devant elle. Le fonctionnalisme va donc analyser les faits sociaux par le prisme de leur fonction sociale dans la société. À quoi elles servent et à qui elles servent. Bon, revenons un peu aux égalités de droit. Parmi toutes les égalités de droit, il y a le droit à l'éducation, qui nous concerne en priorité ici. Le droit à l'éducation, c'est, dans nos sociétés modernes, le droit d'utiliser sa liberté avec le plus de largesse possible. Et pour pouvoir réaliser ça, il vaut mieux avoir un bagage culturel, un bagage d'éducation assez développé, savoir lire, écrire, compter, et bien plus encore dans nos sociétés modernes, comme maîtriser l'anglais, maîtriser l'informatique par exemple, ça peut être très très utile, ou avoir des beaux diplômes dans de bonnes écoles. Car si on peut choisir une vie marginale en n'ayant aucune compétence, lire, écrire, compter, ou même
par exemple l'informatique, avoir des beaux diplômes, on peut décider comme ça d'avoir une vie entre guillemets à côté de la société, mais on n'est pas libre de faire un autre choix si on n'a pas les compétences qui nous permettent de le faire. Par exemple, dans le film Into the Wild, le personnage décide, malgré tous les diplômes qu'il possède, toutes les compétences qu'il possède, qu'il peut activer dans la société moderne, il décide de partir et d'avoir une vie marginale. Donc on peut faire ce choix en ayant ces diplômes-là, mais au contraire, si on n'a pas ces diplômes, donc si on n'a pas l'éducation de base, et même l'éducation plus que de base, on n'a pas vraiment le choix. Notre capacité à utiliser notre liberté est limitée. Il est donc souhaitable que l'éducation soit égale afin qu'il y ait une égale répartition dans l'utilisation des libertés. La révolution de 1789 a instauré le droit de monter en position sociale par ses propres mérites. D'ailleurs, sans elle, Napoléon n'aurait pas pu être ce qu'il a été, parce qu'il n'aurait pas pu monter de classe sociale, tout simplement parce qu'il y avait une hérédité des positions sociales. N'étant pas lui-même de sang noble, il n'aurait pu monter au niveau hiérarchique auquel il est monté. Il n'a pu le faire qu'avec son mérite, et le mérite étant un concept qui est apparu en enlevant l'hérédité des positions sociales. Les différences créent-elles forcément des inégalités, et sont-elles toutes injustes? Afin de tenter d'y répondre, ou en tout cas, comme tout philosophe qui se respecte, de poser les questions nécessaires à une compréhension du problème, Alain Renaud propose 2 questions. La première, à quelles conditions les différences créent-elles des inégalités? Et la deuxième, qui suit la première, à quelles conditions les inégalités induites par les différences créent-elles des injustices? Les questions que pose ici Renaud sont essentielles. Derrière elles se cachent sous-jacent les idéologies qui vont justifier ce qui est vu et perçu comme injuste ou non. Alors lui, dans son texte, il prend comme exemple les différences sexo-spécifiques, donc pour faire simple, les différences entre hommes et femmes. Comme la différence qu'il peut y avoir entre les femmes et les hommes en sciences dures. Par exemple, oui, ça marche très bien. Toute différence n'est inégale que par rapport à une idée du juste et de l'injuste, qui sont les conditions d'une différence qui devient inégalité puis injustice. Dans nos sociétés modernes, qui sont en tout cas pour ce qui concerne l'Europe, plutôt de type individualiste, c'est l'individu qui est mis en avant. Donc si l'individu n'a pas la capacité de développer son plein potentiel par son appartenance à une catégorie, noire, femme ou autre, c'est vu et perçu comme injuste. Si une femme n'arrive pas à monter de position sociale dans notre société parce que c'est une femme, c'est perçu non seulement comme une différence, mais comme une différence inégale, car elle ne peut pas utiliser sa liberté également par rapport à un homme. Et cette inégalité devient injustice, car on a une idée du juste, de l'égalité. C'est-à-dire, il est bien qu'il y ait les mêmes chances pour tout le monde de pouvoir monter en position sociale. Ce qu'on appelle l'égalité des chances. Contrairement à, on verra après, à l'égalité des places, qui elle diminue l'écart qu'il y a entre les modes de vie et les capacités à vivre sa vie comme il faut avec des besoins, on va dire, standards, entre les positions sociales. Mais il était normal qu'il y ait des différences entre ces positions et ce n'était pas perçu comme illégal. Chacun était à sa place. Même récemment, au début du XXe siècle, l'école n'avait pas pour objectif que les gens montent de position sociale forcément. Il y a 2 formes de mobilité sociale ascendante, une intergénérationnelle et l'autre intragénérationnelle. L'intergénérationnel est d'une génération à une autre. Est-ce que le fils a une position sociale supérieure à celle de son père ? Le petit-fils par rapport à son grand-père, etc. Intragénérationnel, c'est dans la même génération. Donc si une personne arrive à une position plus haute que celle d'où elle part. Au début du XXe siècle, il était normal de rester dans sa catégorie de départ. On pouvait évoluer socialement dans la sienne en améliorant ses conditions d'existence, d'une part par la promesse de la croissance économique et d'autre part par une augmentation de la taille de sa ferme, de l'apport technologique, augmenter ses qualifications d'ouvrier, etc. Durkheim, par exemple, grand sociologue du début du siècle dernier, ne précise à aucun moment qu'un fils de fermier ou d'ouvrier doit pouvoir monter dans la hiérarchie sociale. Si on était bon à l'école et qu'on était fils d'ouvrier, on avait beaucoup moins de chances que si on était même moyen à l'école, qu'on était fils de cadre haut placé, de continuer le parcours scolaire. Pour tout un tas de raisons, et pas seulement des raisons, on va dire, structurelles, mais aussi pour des raisons de perception de l'éducation qui est un bénéfice, etc., etc. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, comme Boudon en parle avec ce qu'il appelle la rationalité située, donc située dans le milieu familial et construit
par la famille qui perçoit l'école d'une façon plus ou moins positive, plus ou moins négative. Ou au contraire, par exemple, Bourdieu aussi qui avait une perception mais différente de celle de Boudon, une intériorisation des différences des hiérarchies sociales et ce qu'il appelait l'estimation du possible légitime. Donc ce qui est perçu dans une classe donnée comme légitime ou pas en tant que position accessible. Est-ce que moi, en tant que fils d'ouvrier, je me perçois comme quelqu'un qui peut monter de position sociale et devenir patron, par exemple. Lui, il disait qu'au contraire, on avait des habitus de classe et qu'on a intériorisé des positions sociales en nous, on intériorise les forces de classe et la domination. Je ne vais pas ici débattre de la spécificité des sciences humaines, de sciences mi-dures, mi-molles et autres qualificatifs du même genre. Je me tiendrai ici à quelques remarques liminaires. Les sciences sociales dont fait partie la sociologie s'occupent des êtres humains. Voilà, merci. Merci. Ouais, c'est pas très scientifique comme définition ça. J'avoue que je m'attendais un peu à mieux quand même. Pourtant les définitions c'est pas tellement mon genre. Non, c'est même l'autre s'attendait à mieux, c'est vraiment que c'était nul. Donc plus sérieusement, les sciences humaines ont pour objectif d'analyser les êtres humains, les relations qu'ils peuvent avoir entre eux ou les sociétés qu'ils ont créées, ainsi que leur psychologie. L'anthropologie, la psychologie, la sociologie font partie des disciplines majeures des sciences humaines, et y compris l'économie. Alors la mesure des inégalités est un domaine très en vogue en sociologie. D'ailleurs, le sociologue François Dubet dit dans une de ses conférences « Tout sociologue en manque d'imagination deviendra le spécialiste d'une inégalité. » Ah ouais, il y en a qui n'ont pas dû apprécier du tout. Ouais, je pense aussi que ça n'a pas dû plaire à tout le monde en effet. Tout à l'heure, tu as parlé du droit à changer sa place. Tu pourrais nous expliquer un peu ce que ça veut dire ? Alors c'est tout simple, selon François Dupay, il y a deux formes d'égalité sociale. Il y a la première, l'égalité des places, et la deuxième, l'égalité des chances. L'égalité des places, en fait, c'est vraiment réduire la différence, les inégalités et donc les injustices qu'il peut y avoir entre les positions sociales. Par exemple, entre un ouvrier, un cadre, un fermier, un agriculteur et quelqu'un qui travaille dans un bureau, par exemple. Le progrès économique est un des instruments majeurs pour pallier à cette inégalité et donc aller étendre vers une égalité entre les positions sociales. Si un enfant ne réussissait pas à l'école, on lui disait que c'était pas grave et qu'il serait fermier ou ouvrier comme son père, mais qu'il aurait une meilleure vie, donc il y aurait une amélioration des conditions de vie et qu'il aurait donc une meilleure vie que celle de son père, qui permettait d'apporter un peu plus de légèreté dans la préoccupation du quotidien, l'entretien de la maison, par exemple avec le tracteur pour les fermiers, et que bien sûr il allait avoir aussi une redistribution sociale, donc des aides qui permettraient justement de pallier à ces différences par ceux qui gagneraient plus et qui reverseraient ce qu'ils avaient en surplus. Bon, le surplus c'est toujours, je ne sais pas ce que c'est le surplus vu qu'on peut toujours acheter plus de maisons, plus de voitures, et on voit quand finalement les riches n'en ont jamais vraiment assez, qu'il n'y a pas vraiment de limite, le surplus ça n'existe pas. Le surplus étant calqué sur un besoin, donc il faudrait savoir ce que c'est un besoin légitime et un besoin illégitime pour savoir ce que c'est qu'une richesse illégitime, donc injuste. La qualification d'une richesse ou d'une possession légitime est toujours sujet à variabilité individuelle, sociale, culturelle et spirituelle. Le pauvre de France aura de grandes chances d'être un riche en pays d'Afrique, du moins très largement plus que la moyenne nationale du dit pays. Les caprices de riches ou de stars tels que Justin Timberlake demandant, selon ce site, que toutes les poignées de porte soient désinfectées toutes les 2 heures. Madonna qui, quant à elle, veut que les lunettes de WC dont elle est susceptible d'utiliser soient pas désinfectées ni lavées, mais neuves. Ou encore Maria Carey qui veut que toute sa robinetterie soit en or et que son bain soit constitué d'eau minérale française. Quel honneur pour nous que de le savoir, n'est-ce pas ? Caprice de star ou caprice de riche, difficile à savoir où se situe la limite, d'autant qu'il y aurait beaucoup à dire sur des riches inconnus. Ce qui passe ici pour des simples actes quotidiens, comme le ménage d'immeubles, dont certains ont l'exigence qu'il y ait des lavages de rez-de-chaussée tous les jours, les toiles d'araignée enlevées et 2 lavages de la montée d'escalier par mois, ou encore l'achat de livres à 20 € pièce ou de vêtements à 3 ou 4 fois ce prix pour un simple t-shirt, auraient de fortes chances pour passer pour des caprices de riches dans d'autres pays, alors qu'il n'y a rien d'étrange ici. Des actes qui paraissent si simples qu'on n'y pense plus auraient des chances de paraître comme des caprices de riches à ceux dont le regard est différent par les conditions de vie qu'ils ont dans leur pays ou leur famille. Même si l'on pourrait établir un droit naturel à vivre décemment et donc définir des besoins de base à une vie humaine,
tout en les rendant obligatoires de la part de l'État de les fournir à ses citoyens. La conséquence est que la contribution de tous, et surtout des plus riches, soit à la hauteur de cette tâche. Tout le monde le veut-il ? Je n'en suis pas si sûr. Beaucoup crachant sur les impôts et leurs valeurs exorbitantes. Et s'ils venaient à doubler, qu'en sera-t-il ? Et ceux qui ne veulent pas payer, les riches et d'autres, a-t-on les moyens de les contraindre dans ce monde où la richesse permet tant de mobilité géographique et professionnelle ? Pour réussir une politique de l'égalité, qu'elle soit sur l'éducation ou sur n'importe quel autre domaine, il faut savoir s'il y a un consentement aux conséquences participatives de cette égalité. Mais revenons à la deuxième égalité sociale de François Dubay. L'égalité des chances est plus récente et prend sa place dans la démocratisation et la massification scolaire, donc dans les années 70-80 on va dire. Dans cette conception de l'égalité, il est inégal et injuste qu'il y ait des différences entre l'accès à des positions sociales élevées entre plusieurs catégories. Entre une femme, une personne de couleur, les minorités, des classes sociales basses, et entre par exemple un mâle hétéro cis blanc, de provenance de moyenne classe par exemple. Genre toi par exemple. Merci de m'afficher mais ouais, je suis un bon exemple. Bref, en tout cas, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve pour le prochain épisode qui portera sur la méritocratie et les stratégies scolaires qu'il peut y avoir pour essayer de un petit peu contourner cette méritocratie ou comment elle peut être finalement peu révélatrice de la vraie méritocratie si tant est qu'elle existe. À la prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et cochez sur la clochette pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux Instagram et Twitter. Merci.